Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Arrêt de travail, comment sécuriser vos processus de déclaration. Je suis Roch Lacroix, chef de projet événementiel sur l'expertise RH et partenariat chez Aiming et je suis ravi d'animer ce webinaire avec vous aujourd'hui. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat participant situé en haut à droite durant toute la durée du webinaire. Nous y répondrons dans la dernière partie. Ce webinaire durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes afin de répondre à toutes vos questions et si cela dépasse un petit peu, nous reviendrons vers vous par mail. Au programme de ce webinaire, dans une première partie, nous ferons une introduction générale. Ensuite, nous parlerons de la déclaration des arrêts, de leurs règles et de leur mise en œuvre. Ensuite, nous verrons comment fiabiliser ces déclarations. Et enfin, une conclusion avec des derniers conseils pour maximiser votre performance. À présent, je suis ravi d'accueillir Olivier Ménard, directeur associé des services managés de chez Aiming. Lorraine Bonjour. Klein, team leader BPO chez Aiming. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laure-Hélène, Sinara Nocian, team leader BPO chez Aiming. Bonjour. Je laisse donc la parole à Olivier Ménard. Oui, un grand bonjour à tous. Alors, on va parler tout d'abord du traitement des absences. Alors, le traitement des absences, des arrêts de travail, c'est une chaîne qui est multi-acteur avec un très fort volume d'arrêts. Vous avez les étapes en amont qui sont la collecte de l'arrêt, l'intégration en paye et le maintien de salaire, la partie déclaration de la CPAM et la partie remboursement des IGSS. Et vraiment, on va se focaliser dans le cadre de ce webinaire sur cette partie. Et puis, de manière postérieure, des éléments comme la prévoyance et d'autres éléments. Mais vraiment, on va se concentrer aujourd'hui sur la partie bleue. Cette chaîne de traitement des absences, elle a des enjeux humains et financiers très importants. On va parler de coûts de traitement de l'absence en termes d'humains. On va parler de risques financiers, par exemple en termes de non-remboursement. Et puis, on va parler également de satisfaction ou d'insatisfaction, puisqu'on a des collaborateurs, des salariés, qui vont attendre des remboursements d'IGSS. Alors, déjà, tout d'abord, regardons quelques métriques de haut niveau. Cette chaîne de traitement, on peut la mesurer, on peut mesurer son efficacité. Alors, 3 métriques de haut niveau qu'on va partager ensemble et qui vont être directement impactées par la qualité du traitement. Ce que l'on appelle le recouvrement des IGSS pour la partie subrogée, ou d'ailleurs pour la partie non subrogée, puisque ce sont les collaborateurs qui vont récupérer leurs IJ. Essentiellement, on va mesurer un pourcentage de remboursement des IGSS remboursés avant les 27 mois de forclusion. Et puis, on va aussi mesurer ce que l'on appelle un encours. L'encours, c'est le somme totale des montants en attente de remboursement que l'on pourrait ramener au montant total qui a été précompté. On va mesurer en deuxième métrique le temps passé par vos gestionnaires, par vous-même, dans le traitement de l'absence. Et puis également, on a une métrique plus qualitative de perception. Quand on ne pratique pas la subrogation, on va parler de la satisfaction du collaborateur qui est absent. Est-ce que le salarié a l'impression que le service administratif a été efficace de la part soit de la CPAM, soit des gestionnaires? Et puis, en matière de subrogation, où là, le principal interlocuteur, c'est le service paye, est-ce que l'entreprise, d'un côté, a l'impression que la CPAM lui a rendu un service administratif efficace? Et puis, est-ce que le salarié lui-même a eu l'impression que l'employeur a fait le travail? Alors, si on parle de chiffres, pour un petit peu camper le décor, quand on parle d'arrêt de travail, on va parler de nombre de CERFA reçus par l'entreprise. Ça varie statistiquement entre 1 pour les entreprises qui ont le moins d'arrêt de travail à 2,5 par an et par salarié pour les entreprises qui ont une forte activité d'absentéisme. Si je mesure un petit peu la charge de travail ou le nombre de personnes qui doivent être mobilisées pour gérer un arrêt de travail, on va être statistiquement entre 0,4 ETP en paye chargé du traitement de l'absence de l'entreprise. Et puis, pour certaines payes complexes, pour certaines entreprises qui ont un fort absentéisme, on peut monter à 0,8, 0,9. Et donc, on va mesurer quelque part votre charge de travail sur ce curseur. Et puis enfin, si je regarde la partie IJSS, c'est-à-dire le volume total d'IJSS qui sont
passer en paye, soit en précompte, soit au niveau des IGCS récupérés par vos salariés. Les entreprises, je dirais, les plus frugales en matière d'absence vont précompter autour de 400 € par salarié et par an, et pour 1000 salariés donc. Et les entreprises qui ont une forte absentéisme ou éventuellement des conditions spéciales vont largement dépasser les 800, pourraient même atteindre 1 million par salarié, pour 1000 salariés par an. Donc ces trois éléments montrent une grande variabilité du volume d'arrêt de travail, de la charge et des coûts induits par l'absence, indépendamment même de la qualité du traitement. Alors notre objectif à tous, dans ce webinaire, et notre partenaire CEPAM, qui aujourd'hui n'a pas pu d'ailleurs se joindre à nous, et qui devait co-animer avec nous, mais qui nous rejoindra sur le prochain webinaire, dirait la même chose. En fait, on a tous un intérêt commun, que vous soyez l'entreprise ou la CEPAM. D'abord, c'est de minimiser la charge de travail des salariés qui vont traiter la partie absence, et puis évidemment, rembourser au plus vite, puisque le but, c'est que l'entreprise puisse se centrer essentiellement sur son cœur de métier, sur la paye d'un côté, et que la partie administrative de ce flux CEPAM soit la plus légère possible. Alors, quelques statistiques qui nous ont été amenées par notre partenaire, donc la CEPAM du 84, et qui nous ont chargé de présenter. Alors, tout d'abord, si vous regardez la partie, donc là, c'est mesuré au niveau des entreprises du Vaucluse. La première, c'est est-ce que les entreprises pratiquent l'ADSN événementiel? Statistiquement, on se rend compte que ça devient quelque chose qui est maintenant vraiment courant et majoritaire. On est à 76% des entreprises qui utilisent la DSN événementielle. Seulement 24% aujourd'hui sont encore sur des DSN sur des entreprises. La pratique de la subrogation, c'est quelque chose qui dépend vraiment du secteur d'activité et de la taille d'entreprise. Sur le Vaucluse, sur les entreprises du Vaucluse, on était à 63% des entreprises qui ne pratiquent pas la subrogation et 37% qui la pratiquent. Dans un cas, vous avez un effet financier direct lié au précompte, les 37%, et dans les 63%, vous aurez moins d'impact financier. Et maintenant, si je regarde la pratique de la déclaration accident du travail, cette fois-ci en ligne, puisque c'est aussi intéressant de le mesurer, on est à 95% qui ne la pratiquent pas et seulement 5%. Donc, vous voyez que les pratiques de digitalisation sont encore assez hétérogènes en fonction du type de déclaration qu'on va faire. Si vous regardez maintenant un autre élément qui sont le délai d'envoi. Vous savez que le délai d'envoi, c'est quelque chose qui est critique. La maternité, c'est le dispositif et le code risque pour lequel les délais d'envoi sont les plus longs. On est à 21 jours entre la réception de l'information et la transmission à la CEPAM du document. La paternité, on est à 18,9. La TMP, l'accident du travail, on est à 16,5 et la maladie, on est à 14,5. Avec un délai moyen des attestations du fait de la surreprésentation de la maladie dans cette statistique de 15 jours. Si maintenant je regarde le taux de rejet, ça va être critique puisque c'est ce qui va faire que vous devez ensuite passer par un traitement manuel. La maternité, on est encore à 23% de rejet par la CEPAM des déclarations initiales. La paternité à 17, l'AT à 14, la maladie professionnelle à 11, et seule la maladie est aujourd'hui à 6%. Mais du fait de cette très très grande surreprésentation de la maladie, le taux moyen de rejet est de 7%. Ce qui veut dire que finalement, pour 100 arrêts que vous allez traiter, 7 vont absolument pas passer du premier coup et vont devoir être retraités par vos équipes. Et les taux de rejet par motif, pourquoi en fait la CEPAM, qui est le payeur et le valideur de l'arrêt, finalement bloque? Essentiellement, on va être sur de la déclaration AT non parvenue, de la déclaration MP non parvenue, des demandes de pièces complémentaires et une erreur de DJT. Donc on va travailler ensemble dans ce webinaire pour décortiquer en fait le pourquoi de ces informations,
et puis vous faire des préconisations. Dernier point, ce taux de rejet, quand vous regardez le flux, la méthode d'envoi, le taux de rejet hors DSN est de 12%. Donc la DSN manuelle, enfin la déclaration en manuel est source d'incohérence importante. C'est normal parce qu'on est sur du manuel de bout en bout, alors que la DSN a permis, du fait du pré-traitement qui est fait pour que ça passe en DSN, un rejet limité à 5%. Et donc, je voudrais en finir avec l'introduction, avec un petit point rapide. Statistiquement, en France, quand on prend maintenant la vue côté aiming, environ 10% des IGSS précomptés ne sont pas récupérés par les entreprises. 0,5 ETP en moyenne pour 1000 salariés sont nécessaires au traitement des remboursements. Et si je parle de trésorerie, dans le cas de la subrogation, on a à peu près 75 jours de trésorerie immobilisée du fait de la subrogation. Si je ramène tous ces chiffres-là en le ramenant au bulletin de paye, le coût total du processus salarié par mois pour traiter l'absence, traiter la subrogation, obtenir les remboursements, c'est à peu près 7,50 € par bulletin de paye. C'est-à-dire que le prix du bulletin de paye, finalement, et du fait de l'absence, est non négligeable par rapport au prix total d'un bulletin de paye, qui est autour de 15 €. Et dans ces traitements-là, sur cette moyenne de 7,50 €, les cas de traitement de l'absence les plus efficaces peuvent descendre en dessous de 4 € sur le premier décile. Et inversement, pour les entreprises qui ont des processus complexes, peu efficaces, avec des pertes élevées, ça peut dépasser les 15 €. C'est-à-dire que le prix de l'absence peut quasiment atteindre le prix d'un bulletin de paye. Donc vous vous rendez compte qu'on a aujourd'hui une situation avec des fortes possibilités d'optimisation. Et notre but aujourd'hui, avec nos expertes Lorraine et Laurélène, c'est de vous présenter en fait comment on peut mieux faire. Donc tout d'abord, je vais vous partager un premier sondage. Alors, il s'affiche actuellement à l'écran. Il va durer, vous avez 1 minute pour répondre. Est-ce que vous mesurez actuellement la performance de votre traitement des absences? Donc le premier, oui, totalement. Le second, je mesure, oui, partiellement. Je mesure partiellement un des indicateurs. Et les 3, bien sûr, non, je ne fais rien. Pour information, je le précise, vous avez la possibilité de poser des questions tout le long du webinaire dans le chat participant situé en haut à droite de votre écran. Chat des participants. Je les laisse un petit peu de temps pour que tout le monde réponde. Et nous répondrons à ces questions à la fin de ce webinaire. Vous pouvez répondre directement dans le sondage. Voilà, les résultats apparaissent. Donc, nous avons 60%, 58% de personnes qui ne font rien. Partiellement, nous avons 30% des personnes qui mesurent partiellement l'un des indicateurs. Et enfin, 12% qui mesurent totalement. Donc, la parole est à vous, Olivier. Alors effectivement, vous vous rendez compte que la partie remboursement des IGSS, c'est quelque chose qui est aujourd'hui encore partiellement compris dans son intérêt et dans ses effets. Et ce n'est que la conclusion en fait d'une action. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre vraiment dans les règles sur comment faire et comment faire bien. Lorraine, je te passe la main. Merci Olivier. Effectivement, aujourd'hui, on va se focaliser sur les optimisations de traitement et pouvoir vérifier de quelle manière on peut optimiser justement ces éléments, avec en premier lieu toute la vérification qu'il y a à faire à la réception de l'arrêt de travail. Ensuite, les actions à mener lors de la saisie et de la déclaration de l'absence, soit via Net Entreprise ou en DSN. Toutes les erreurs à ne pas commettre. Et également, du coup, les délais à respecter pour pouvoir avoir une optimisation globale. Donc, au niveau des vérifications à effectuer avant la déclaration, donc lorsque vous réceptionnez l'arrêt de travail, et notamment lorsque c'est un arrêt de travail papier, il va falloir vérifier que l'arrêt est bien conforme. Dans le cas d'un arrêt non conforme, comme le disait Olivier en introduction, la CPAM va rejeter le traitement de l'arrêt de travail.
Donc, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de rature sur l'arrêt, qu'il n'y ait pas d'information capitale qui serait manquante. Donc, par exemple, le numéro de sécurité sociale, les dates d'arrêt de travail, le motif de l'arrêt. Également, si c'est un accident de travail, qu'il y ait bien la date d'accident de travail. Mais aussi la signature du médecin et l'indication de son numéro RPPS. Donc ça, c'est des vérifications que vous pouvez faire même si vous n'avez pas les volets 1 et 2. Vous avez ces informations-là sur le volet 3. Donc le but, ça va être de se rapprocher directement du collaborateur si vous constatez du coup une anomalie, pour qu'il fasse le nécessaire auprès de son médecin et donc agir avant même de déclarer l'arrêt de travail auprès de la CPAM. Ensuite, pour le cas spécifique de l'accident de travail, il faut vérifier en interne auprès du service ou de la personne habilitée à faire la déclaration qu'elle a bien été transmise à la CPAM, puisque la CPAM ne traitera le cas de l'accident de travail que si elle reçoit une déclaration d'accident de travail et un arrêt de travail pour accident de travail, et également le certificat médical initial qui va être transmis à la CPAM par le collaborateur. Ensuite, pour le cas d'une prescription de repos pathologique en rapport avec la grossesse, donc une collaboratrice enceinte a droit à 14 jours fractionnables donc de congé pathologique qu'elle peut prendre dès le début de la grossesse. Et donc, il va falloir vérifier qu'elle n'a pas déjà bénéficié de l'ensemble de ces 14 jours lorsque vous réceptionnez l'arrêt de travail, mais également que la CPAM est bien au fait de cette grossesse. Et donc, vous pouvez avoir l'information si la collaboratrice vous confirme que la CPAM lui a transmis le calendrier de grossesse. Alors, Laure-Hélène, je fais un commentaire, hein. On est vraiment sur des vérifications à effectuer avant la déclaration. Il ne sert à rien d'envoyer l'arrêt de travail si un de ces éléments-là est manquant. Ce sera rejeté, c'est juste perdre du temps que de l'envoyer. C'est vraiment important de l'entendre. Et je vais faire une petite digression également sur le RPPS, ce fameux numéro. Nous, côté Hemming, nous avons mis en place un dispositif de vérification, alors en vue de fraude ou d'incohérence ou d'abus sur les numéros RPPS. Nous avons un nombre important, enfin significatif, de numéros RPPS qui ne sont pas conformes, qui correspondent soit à des arrêts, on va dire, fantaisistes et utilisés par des médecins qui ne sont pas des médecins. Donc, je laisse à l'interprétation de chacun ce que ça veut dire. Et également, ça permet d'identifier un certain nombre de médecins à surreprésentation. Voilà. Et du coup, les éléments qui sont plus complexes à vérifier, on va avoir déjà dans un premier cas tout ce qui est chevauchement d'arrêt. Aujourd'hui, votre salarié peut vous transmettre un arrêt de travail qui va jusqu'à une certaine date et aller finalement chez son médecin un peu avant la fin de son arrêt et transmettre un nouvel arrêt. Donc bien faire attention à ces dates de chevauchement. Hein. Si vous avez en plus une modification du risque d'arrêt, ça va être le nouvel arrêt qui va primer, et d'autant plus si finalement le nouveau risque est plus favorable. On sait aujourd'hui que la maladie reste l'arrêt le moins favorable pour l'indemnisation du salarié. Donc ça va être important au moment ensuite de la déclaration de pouvoir faire une nouvelle attestation de salaire avec le bon motif et également avec le bon dernier jour de travail. Donc cet élément est vraiment à prendre en compte sur ces arrêts. On va également avoir le cas maintenant des discontinuités d'arrêt. Auparavant, on avait une tolérance qui était appliquée lorsque on avait des week-ends qui n'étaient pas prescrits par les médecins. Depuis maintenant 1 an, on n'a plus du tout la possibilité d'avoir des indemnisations sur ces discontinuités d'arrêt. Donc forcément, on va avoir une perte d'indemnisation sur l'arrêt du collaborateur. Donc si votre salarié vous transmet un arrêt de travail allant jusqu'au vendredi et vous fournit un nouvel arrêt le lundi, forcément, le samedi et dimanche ne sera pas indemnisé par l'assurance maladie. Attention au cas où votre collaborateur vous envoie un arrêt de travail qui serait coché, bien entendu, en initial. Les 3 jours de carence vont devoir se réappliquer. Vous allez devoir refaire une attestation de salaire pour pouvoir déclarer cet arrêt de travail et également indiquer un nouveau dernier jour de travail, même si votre salarié n'a pas travaillé le samedi et le dimanche. Donc ça, c'est vraiment un cas très spécifique. Et oui, il faut pas mal d'investigations et de vérifications
pour pouvoir transmettre les attestations de salaire et éviter des rejets. Et dans un dernier point, on va avoir toute la partie conformité de l'arrêt de travail, qui est un peu la nouveauté depuis le 1er septembre. Effectivement, aujourd'hui, sur le volet 3, vous, employeur, vous n'avez pas la possibilité et vous ne verrez pas les informations liées au pictogramme de sécurité qui sont intégrés dans les nouveaux arrêts papier. Cependant, si votre salarié vous transmet le volet 1 et vous voyez en amont que les pictogrammes n'existent pas, alertez le salarié. Aujourd'hui, la CPM ne vous indemnisera pas, n'indemnisera pas les indemnités journalières si l'arrêt papier n'est pas conforme. Donc ensuite, une fois que les vérifications sont faites et qu'on saisit l'arrêt de travail, on va devoir mener des actions au moment de la saisie, donc au moment de l'envoi de l'attestation de salaire, que ce soit via DSN événementiel ou alors sur Net Entreprise. Donc pour les deux situations, il va falloir bien vérifier que le salarié a droit à la subrogation et à vérifier du coup les dates auxquelles il a droit à cette subrogation. Et le dernier jour travaillé. Donc ça va être en fonction du motif de l'arrêt de travail, va dépendre ce fameux dernier jour travaillé. Attention à la DSN événementielle et au paramétrage qui est réalisé. Il va falloir quand même faire des vérifications au niveau du paramétrage pour que les informations transmises à la CPAM soient bien conformes. Si vous réalisez l'attestation de salaire sur Net Entreprise, il va falloir également vérifier les salaires et primes qui vont être déclarés. Donc, pour la maladie, par exemple, les 3 derniers mois de salaire et pour l'accident de travail, le dernier mois de salaire. Et pour cette période déclarée, également vérifier si le salarié a été absent et déclarer du coup les salaires rétablis qui correspondent à cette absence autorisée. Donc, on remet une alerte sur les chevauchements de risque et donc les attestations qui peuvent du coup être à faire et sur des risques différents avec un même dernier jour de travail. Ça également, ça va être un point d'attention. Vous pouvez avoir des arrêts qui vont être continus avec des risques différents. Typiquement, sur le cas d'un arrêt maladie avec un congé pathologique qui n'est pas accolé à un congé maternité, vous aurez plusieurs attestations de salaire à réaliser avec le même dernier jour de travail, mais avec des risques différents. Donc, bien attention à la lecture et à l'intégration des éléments des arrêts de travail. Alors, je fais une petite digression. Je vois dans le chat un certain nombre de questions sur le RPPS. Est-ce que le RPPS est à valider ou non par l'employeur? En fait, un RPPS fautif, c'est un motif de doute. D'une part, un certain nombre de CEPAM, dont celle du 84, ont mis en place des bureaux spécifiques. Nous, côté EMIG, on a une équipe de vérification, puisque côté EMIG, on traite pour le compte d'un certain nombre de nos clients des arrêts de travail de A à Z. On a effectivement des vérifications qui sont faites avec une cellule de vérification de l'authenticité. Et quand on a des présomptions, des suspicions, on a des canaux spéciaux qui nous permettent d'aller soumettre à la CPAM un arrêt de travail. Alors, vous savez que le volet employeur aujourd'hui n'est pas sécurisé. Quand vous faites de la subrogation, évidemment, vous êtes, entre guillemets, le dindon de la farce puisque vous n'avez pas de moyen de vérifier. En revanche, la CPAM assure un support sur un certain nombre d'arrêts pour identifier, en fait, des cas spéciaux, nous aider à lever des cas spéciaux. On va passer à la suite. Je me suis permis de vous interrompre quand je voyais les messages qui avaient été posés sur le live. Sur la partie temps partiel thérapeutique également, il y a des particularités à prendre en compte. Aujourd'hui, on n'a toujours pas d'envoi d'attestation via la DSN, c'est exclusivement via Net Entreprise et à terme échu. Bien prendre en compte cet élément. On va avoir besoin de découper la période du temps partiel thérapeutique. Si vous avez votre collaborateur qui a pris des congés payés ou des RTT, il est important de pouvoir indiquer, de découper cette déclaration avec ses congés payés et RTT pour indiquer la perte de salaire, ce qui va pouvoir vous économiser une attestation rectificative qui viendrait finalement confirmer l'information de la perte de salaire. On sort d'une période estivale.
Possiblement, vous avez eu des collaborateurs qui ont été en temps partiel thérapeutique et en congé en même temps. Si vous indiquez sur des mois comme le mois de septembre une perte de salaire, par exemple sur un mois global à 50%, et qu'en fait au mois d'août, vous avez déclaré une perte de salaire beaucoup moindre, ils vont venir vous poser des questions. Ils vont vous demander des attestations rectificatives. Donc, bien faire attention, bien découper et indiquer que pour les CP et les RTT, il n'y a pas de perte de salaire. Ça va venir vous économiser ce temps-là. On va également avoir une attention particulière. La CPM du Vaucluse nous a indiqué qu'en pratique, chez eux, ils n'indemnisent finalement la perte de salaire sur les temps partiels thérapeutiques que sur 3 mois. Ensuite, c'est à la charge de l'employeur. Donc, bien attention sur les règles auprès de vos CPM sur cette indemnisation. Ils partent du principe que finalement, le temps partiel thérapeutique n'étant pas une indemnité journalière, ce n'est qu'une perte de salaire, c'est finalement pas à la CPM d'indemniser au-delà de 3 mois. J'ai une question pour toi, Lorraine, et des questions qui viennent du chat. Quand vous avez des prolongations avec des week-ends qui sont sautés, est-ce qu'il faut refaire l'attestation? Quelle est ta recommandation? Non, l'attestation sera refaite uniquement si vous avez un arrêt qui est coché en initial. S'il est en prolongation, le paiement va se poursuivre. Vous aurez juste des indemnités à 0 pour le samedi et le dimanche, mais la poursuite du paiement se fait normalement en automatique. Ok, merci. Ensuite, au niveau des cas qu'on peut rencontrer qui sont à la marge, donc lorsque vous avez l'information d'une reprise anticipée du collaborateur, il conviendra d'en informer la CPAM, donc via une attestation où on indique la date de reprise du collaborateur. Ensuite, pour les cas d'absence d'ouverture de droit ou bien une situation de fin de droit aux indemnités journalières, donc si vous avez l'information d'une absence d'ouverture de droit, il va falloir refaire une attestation afin de stopper la subrogation. Et pour le cas du salarié non affilié au bon régime de sécurité sociale, donc par exemple un collaborateur que vous avez engagé récemment et qui, dans le cadre de son ancienne expérience professionnelle, était affilié à la MSA, donc il peut y avoir du coup un besoin d'affiliation au bon régime. Donc à ce moment-là, il va falloir se rapprocher du collaborateur pour qu'il fasse le nécessaire, pour qu'il fasse les démarches nécessaires à son affiliation qui correspond à sa situation actuelle. Et pour ces 2 derniers cas, vous pouvez donc avoir ces informations dans les comptes rendus métiers. Donc, il va falloir bien penser à les consulter pour pouvoir agir efficacement face à ces situations qui peuvent être critiques, notamment lorsque vous subrogez. Merci Lauriane. Je profite pour faire un petit commentaire également pour les participants sur le chat. Alors, on ne peut pas répondre à toutes les questions parce que le webinaire durerait 2 heures. Pour les questions qui nous sont posées auxquelles on ne répond pas, on y répondra en off, en ligne à ligne, au fur et à mesure des accès. Alors, les questions qui concernent directement la CPAM, on leur enverra parce que là, ils n'ont pas pu venir cette fois-ci, mais ils reviendront la prochaine fois. Et puis, ceux pour lesquels on pourra répondre en direct, on le fera. Donc, ne vous inquiétez pas, on fera une réponse à pratiquement toutes les questions à partir du moment où on les comprend correctement. Merci en tout cas de votre compréhension. Parlons un petit peu des délais, peut-être. On va avoir les délais réglementaires de transmission d'attestation de salaire. Donc, pour rappel, c'est 5 jours pour des DSN qui sont hors subrogation, 48 heures sur Net Entreprise. Et s'il y a subrogation, on peut obtenir une tolérance d'envoi jusqu'à la DSN mensuelle suivante. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu dans les slides précédentes et que Olivier a présenté. On est sur un délai moyen d'envoi d'attestation à 15 jours. Alors, je vais faire un commentaire sur ce point-là, Lorraine. Vous vous rendez compte qu'on est, et globalement, c'était des discussions qu'on avait avec nos partenaires, le problématique du retard d'envoi, il est manifeste, il est majeur, et c'est un problème partout. Alors, c'est un problème au niveau des droits du salarié, parce que les 5 jours de DSN veut dire que, en fait, dès réception de l'arrêt, il faut le traiter. Ce qui n'est pas forcément évident. Le principal problème que rencontre le marché, c'est d'abord l'acheminement qui est long entre la connaissance d'un arrêt de travail et son traitement en paye.
Nous, on a mis en place des outils d'acheminement et de traitement automatique pour raccourcir au maximum le traitement et que finalement, ce soit la saisie par le gestionnaire qui soit l'élément, le dernier élément qui reste à faire. Attention, on est aujourd'hui, ces fameux 5 jours, posent un problème à tous les niveaux, de droit des salariés, mais vous me direz, à la limite, c'est un des sujets, de délai de réaction et de potentiellement de sanctions. Et donc, il faut faire attention à bien essayer de construire un process qui puisse respecter ces éléments. Je vais passer à la slide suivante si elle veut bien passer. Donc, effectivement, c'est les délais qu'on voit en réalité. Donc, sur le premier graphique, on est sur la moyenne des délais d'envoi en nombre de jours. Donc, c'est ce qu'on a vu ultérieurement. On avait sur la maternité 21 jours contre 14 jours sur la maladie. On a également pu obtenir les éléments sur les délais d'envoi avec ou sans subrogation. Donc, on voit bien que le délai moyen d'envoi d'attestation pour les personnes sans subrogation est de 17 jours, ce qui est du coup plus important que sans subrogation. On sait bien que sans attestation transmise, les indemnités journalières ne seront pas payées, ce qui fait que potentiellement on aura un délai plus important sur la réception des indemnités journalières par le salarié qui risque de venir vous demander ce qui se passe dans son dossier parce qu'il n'a pas été payé, etc. Donc c'est des moyens assez des leviers finalement rapides et efficaces si on transmet une attestation sans subrogation dans les délais qui sont normalement demandés de 5 jours, de pouvoir éviter un retard sur le traitement de l'indemnisation des salariés et éviter de venir vous solliciter en direct. Et également sur les délais d'envoi avec DSN ou sans DSN, donc via Net Entreprise, on voit que quand on passe par Net Entreprise pour la transmission des attestations de salaire, on est sur 22 jours quasiment en moyenne d'envoi, qui est un délai assez long et on sait que la transmission via Net Entreprise est très longue. Le traitement sur Net Entreprise demande beaucoup d'informations. Nous allons donc passer à un second sondage qui s'affiche actuellement sur votre écran. Sur quel code risque avez-vous le plus de difficultés de gestion? Le code maladie, accident du travail, paternité, maternité, temps partiel thérapeutique. Vous avez 1 minute pour répondre. Ensuite, les résultats s'afficheront automatiquement sur votre écran après les 1 minute. Je le précise, vous avez le chat participant et vous pouvez poser n'importe quelle question. Nous y répondrons soit à la fin de cette session, soit en direct. Nous reviendrons vers vous par mail ou nous l'enverrons à la CPAM. Pour combler d'ailleurs, on peut répondre à une des questions. Donc, par rapport à la reconduction du mi-temps thérapeutique, est-ce qu'il faut réaliser une nouvelle attestation? Alors oui, on doit réaliser une nouvelle attestation à chaque mois échu. Donc, on déclare les périodes travaillées et les périodes de mi-temps sur l'attestation pour le mois antérieur. Et également, j'ai vu une question par rapport au congé paternité qui serait fractionné. Donc, il faut effectivement envoyer des pièces justificatives. Donc, il faut envoyer le tableau de fractionnement et l'acte de naissance à la CPAM que vous pouvez déposer directement sur votre compte entreprise. Exactement. Merci Lauriane. Donc, vous pouvez voir les résultats. Donc, 50% pour le temps partiel thérapeutique. Ensuite, ce sont les arrêts maladie avec 18%, l'accident du travail 15%, paternité 12% et maternité en dernier. Alors, je vais faire un petit commentaire. Alors, le mi-temps thérapeutique, c'est le process manuel et fréquent qui amuse tout le monde, je pense. Donc, je pense que c'est pas forcément très, très nouveau. La maladie, le problème de la maladie, c'est essentiellement le volume, d'une part. Ce sont des aléas de traitement qui sont les fameux chevauchements, les données qui sont mal reportées. L'accident du travail, il y a deux problèmes sur l'accident du travail. C'est d'abord le lien entre l'accident du travail, sa reconnaissance en tant qu'accident du travail, et éventuellement, quand vous avez non-reconnaissance a posteriori, non-imputation, vous avez un retraitement qui est à faire. Donc, on est sur le traitement et le retraitement. Et la maternité, on va être essentiellement sur une notion de fractionnement de patho
et ces éléments-là. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il y a aussi un élément qui est important d'avoir en tête, c'est l'élément de compétence. Alors, compétence au sens connaître le bon processus. Là, on a été gentil, on n'a présenté que des cas simples. Je vous donne un cas complexe, juste pour que vous mesuriez qu'on peut se perdre dans ces sujets-là. Quand vous avez des collaborateurs qui sont en maladie à l'étranger, d'abord, vous avez le cas général du collaborateur qui est français ou binational. Je pense par exemple à des cas assez classiques de collaborateurs qui partent en congé au Maghreb et qui tombent malades au Maghreb et qui reviennent. Comment traiter l'arrêt de travail? Vous avez des cas très subtils à regarder, comme par exemple, est-ce que le collaborateur, il est binational ou est-ce qu'il est uniquement marocain, algérien, tunisien ou d'un autre pays d'ailleurs, puisqu'en fait, là je le fais par ordre de fréquence, mais pratiquement ça peut se passer dans n'importe quel pays. Vous avez des règles extrêmement différentes de traitement. Mais là, je dirais, c'est vraiment pour les gens qui ont envie de se plonger dedans. Il faut vraiment comprendre que la gestion de la maladie, il y a une dimension technique qui est très importante et qui vient se rajouter à une dimension de volume. Voilà, on va passer sur la suite. Parlons un petit peu conseil, puisque là, on a traité quelques cas simples. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à nous poser des questions. Des conseils pour bien traiter la maladie, bien traiter l'arrêt de travail. Lorraine, est-ce que tu peux nous donner déjà quelques résumés des points importants? Oui, bien sûr. Pour commencer, on va, comme on a dit, faire éviter toutes les erreurs d'interprétation qu'on pourrait avoir quand on voit que sur un arrêt de travail, on a des ratures, on a quelque chose d'illisible. Il vaut mieux refaire les informations plutôt que d'interpréter et de faire des déclarations qui pourraient être fausses. On va également du coup réduire les erreurs de lecture et réduire les erreurs qui pourraient être intégrées en gestion des temps ou en paye, qui pourraient amener à des modifications et du coup prendre du temps à vos gestionnaires. Et également utiliser des outils qui pourraient être mis à vos dispositions pour pouvoir vous aider dans la collecte de documents, dans le traitement de la masse d'informations et de justificatifs qui pourraient vous aider sur la rapidité de traitement et de la base d'informations. On sait que plus l'action menée est rapide, moins on aura des problématiques et de temps à mettre à disposition pour traiter ces sujets et pouvoir du coup débloquer des situations. Si on agit en amont des difficultés, avant les déclarations et avant l'intégration des éléments en paye ou auprès de la CPM, on va gagner du temps. Et donc, si on gagne du temps, on gagnera forcément de la trésorerie parce qu'on aura moins de taux de rejet sur les déclarations. Également, on va avoir toute la partie de traitement de la paye et du paramétrage. Donc, c'est ce qu'on disait également sur le paramétrage des DSN. Bien vérifier déjà que le paramétrage vient chercher les bons éléments, les bonnes rubriques, que vous n'ayez pas des problématiques sur les remontées de salaire. On va également avoir toute la partie subrogation, bien vérifier que vos paramétrages de subrogation sont cohérents avec la situation du salarié pour que vous n'ayez pas la transmission d'indemnités journalières à vos salariés là où vous ne la percevrez pas par l'assurance maladie parce que la déclaration en fait indique une date de fin de subrogation qui est différente à celle indiquée et appliquée en paye. Également, vérifier les derniers jours de travail, ce qu'on évoquait par rapport aux différents arrêts de travail que vous pourriez recevoir. On a expliqué le cas des maladies, des grossesses pathologiques, mais également on peut prendre l'exemple d'un temps partiel thérapeutique. Un salarié qui est en temps partiel thérapeutique avec une prescription pendant 6 mois, par exemple, il peut très bien tomber malade pendant son arrêt temps partiel thérapeutique et dans ces cas-là, générer un arrêt maladie à temps complet, ce qui viendrait également modifier les déclarations d'attestation de salaire avec un dernier jour de travail qui serait différent. Donc vraiment, cette notion de dernier jour de travail, on l'a vu, elle ressort dans les exports de la CPM comme motif de rejet. Il est très important. Et en dernier lieu, effectivement, également vérifier les salaires de référence, principalement pour l'accident de travail, puisque le salaire de référence étant que sur le mois
du dernier jour de travail, en intégrant les primes et salaires afférentes, on aura des régularisations d'indemnités journalières si les salaires ne sont pas cohérents. Et Lorraine, je peux me permettre de compléter ce que tu dis sur la partie AT. Bien souvent, en fait, dans les paramétrages paye, le salaire de référence et donc le calcul de l'IJ est correct sur la partie absence parce qu'on a une période glissante de calcul du salaire de référence par rapport sur les primes qui est relativement facile à vérifier. Comme l'AT est relativement rare, un certain nombre de nos interlocuteurs oublient dans les vérifications de paramétrage de paye de bien intégrer toutes les primes de la dernière année, des 12 derniers mois, dans le salaire de référence. Ce qui fait que l'IJ précompté AT est généralement plus faible que ce qu'elle devrait être. Vous perdez à ce niveau-là donc des IJ qui pourraient être récupérés en plus de CPAM, ce qui fait que votre maintien de salaire va être trop élevé, donc vous avez un manque à gagner. Donc pensez bien à passer un petit peu de temps, voire à même faire contrôler votre paramétrage paye si vous avez un doute sur ces éléments-là. Et du coup, et la partie donc simplification. Exactement, sur la simplification de vos règles, si vous pouvez, effectivement, parfois on peut rencontrer des règles qui peuvent être très disparates entre sociétés, entre gestion, cadre, non-cadre, etc. Plus vous allez avoir des éléments complexes, plus ce sera source d'erreur. Et vraiment, si vous avez la possibilité de simplifier les règles de fin de droit, d'ouverture de droit, de conditions de subrogation ou non, c'est en simplifiant que vous aurez aussi cette possibilité d'éviter les erreurs et donc de gagner du temps. En effet, Lorraine, la plupart des erreurs se traduisent soit par des versements indus aux salariés, qui derrière oblige une récupération. Donc le prix des erreurs est très élevé au niveau des droits, s'ils sont mal calculés ou s'ils sont trop complexes à exécuter. Deuxième conseil. Sur la partie du coup mesurer un petit peu et suivre les éléments, on va vraiment être sur le compte-rendu des attestations de salaire, donc via les comptes-rendus métiers. Vous allez avoir une mine d'informations assez importante sur les comptes-rendus métiers. C'est déjà des sources de traitement. Vous allez avoir un retour de la CPM qui va pouvoir vous dire qu'ils n'ont pas reçu la prescription médicale. Vous allez pouvoir avoir les informations sur des pièces manquantes. Toutes ces informations-là, elles sont à prendre en compte. Vous allez pouvoir agir rapidement si vous êtes en plus sur des déclarations rapides. Plus on revient sur les mêmes éléments, hein, plus vous allez agir rapidement, plus vous allez gagner du temps. Le suivi de ces comptes rendus CPAM, ça va vous éviter aussi finalement de prendre le temps d'appeler la CPM. Aujourd'hui, les temps d'attente sont très importants et un gestionnaire de paye qui perd du temps à appeler la CPM pour débloquer un dossier, c'est du temps passé sur d'autres éléments perdus. Donc, c'est vraiment important de suivre les comptes rendus CPAM. Ensuite, sur la partie de mesure, effectivement, utiliser le précompte, ça va vous permettre finalement de pouvoir suivre vos indemnités journalières avec une requête, de pouvoir exporter votre précompte et pouvoir analyser si vous avez suffisamment récupéré d'indemnités journalières ou non, ce qui va vous permettre d'avoir des indicateurs plutôt fiables sur votre suivi de recouvrement d'indemnités journalières. C'est grâce à ça aussi que vous allez pouvoir piloter et pouvoir mesurer ces actions sans passer à côté et sans avoir de la trésorerie qui pourrait rester dehors sans le savoir. Et en dernier lieu, on repart sur le taux de rejet effectivement de vos attestations de salaire. Si vous analysez les causes, si vous avez les raisons, peut-être vous allez pouvoir intervenir sur du paramétrage qui pourra vous faire gagner en efficacité, ou alors cibler des problématiques et demander des formations, pouvoir repasser et révoquer certains sujets auprès de vos gestionnaires pour éviter des problématiques. Alors, ce conseil de mesure, je me permets de réinsister. On ne sera jamais trop insisté sur la nécessité de mesurer la performance. La nécessité de mesurer la performance, pourquoi? Parce que déjà, ça traduit la forme de l'équipe paye.
une équipe paye qui est aux limites, le premier sujet qui se dégrade dans le traitement, c'est les encours IJSS. On s'en rend compte, le manque de temps fait que l'équipe paye va traiter la paye et pas forcément les remboursements d'IJSS. Donc, vous avez un indicateur, je dirais, du moral ou de la performance de votre équipe en regardant ces éléments-là. L'autre élément important, on a l'habitude de dire, c'est le taux de perte qui est important sur les IJSS. Ce n'est pas vrai. Le taux de perte, c'est un indicateur qui est lent, qui se traduit au bout de 27 mois d'insuffisance. Donc, si vous attendez 27 mois pour vous rendre compte que vous n'êtes pas bon, au-delà des pertes que vous allez faire, vous allez avoir tous les mois qui sont presque prescrits, qui sont aussi des mois extrêmement compliqués à récupérer. Donc, l'indicateur de taux de perte n'est pas le bon indicateur. Le bon indicateur de la performance, qui est déjà beaucoup plus sensible, c'est le taux de recouvrement à 12 mois. Normalement, au bout de 12 mois, vous avez fait 98% du travail. Donc, vous devriez avoir un indicateur qui dépasse les 97-98%. S'il n'y est pas, c'est que vous avez déjà loupé des choses. Et donc, c'est difficile, si votre indicateur à 12 mois n'est pas bon, de ne pas atteindre un taux de perte élevé. Et le troisième point, c'est l'indicateur que nous, on a l'habitude d'utiliser pour comparer des équipes paye de nos clients et ou d'évaluer de mois en mois est-ce que la performance, finalement, elle monte ou elle descend, c'est l'encours. Et l'encours, on l'exprime de la façon suivante. On dit que l'encours IJSS, c'est le montant total des IJSS qui sont non remboursés, que l'on divise par le montant annuel des IJSS précomptés en paye et on multiplie par 365. Ce chiffre-là, en fait, il bouge de manière extrêmement rapide dès lors que vous avez une petite faiblesse. Si vos équipes s'arrêtent de travailler pendant 15 jours, le montant, l'encours va pratiquement augmenter de 15 jours derrière, dans la foulée. Donc, vous avez un indicateur qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus rapide, d'une part, et qui vous donne une vision de votre trésorerie qui est dehors. La bonne valeur de cet encours, c'est autour de 35 jours. Mais si vous faites vous-même le calcul, vous pourrez facilement tomber sur 70, 80, 90 jours qui vous montrent en fait l'écart entre votre performance et une sorte d'optimum que l'on pourrait obtenir. Je vais passer maintenant sur peut-être le troisième conseil. C'est que je pars du principe que vous mesurez, je pars du principe que vous avez un certain niveau de compétence et que finalement vous avez pu travailler là-dessus. Moi, je voudrais que vous proposiez de prendre un petit peu de recul. Aujourd'hui, la ressource paye, le gestionnaire paye, qu'il soit chef de service, qu'il soit acteur, je dirais, gestionnaire sur un portefeuille. C'est une ressource qui est rare et chère. Elle est rare parce qu'aujourd'hui, on a une tension sur le métier et elles sont chères parce qu'elles sont précieuses. Donc, vous pouvez, en conseil, peut-être réfléchir aussi à repenser votre organisation. Est-ce que le cœur du métier de mon gestionnaire de paye, c'est de traiter de l'arrêt de travail? Non, c'est de traiter de la paye, c'est de traiter du passage en paye, c'est de traiter de la charge sociale, c'est de traiter du contrôle de paye, c'est de faire en sorte que les délais de dépôt, de virement soient faits correctement, et que les éléments de reporting aux administrations soient faits dans les temps. Donc peut-être que le traitement de l'absence n'est pas le cœur de métier de la paye. Est-ce que vous devez ensuite avoir des équipes qui sont dédiées à la gestion des arrêts de travail, ou est-ce qu'il faut mixer l'arrêt de travail et la paye? Deux stratégies différentes. En fonction d'une petite entreprise, d'une grande entreprise, elle peut être différente, mais moi je vous engage à vous poser cette question. Aujourd'hui, j'ai trop de clients qui sont à se poser avec des grands points d'interrogation, que faire, à se lancer dans des missions de récupération d'IJSS pour récupérer 3% de retard et d'avoir une performance qui est quand même très mauvaise au final. Tout ça parce qu'on est dans une notion de contrainte de ressources ou de compétences. Donc réfléchissez à l'organisation de la gestion des arrêts de travail. Et puis également, il y a des outils. Des outils, ils sont à deux niveaux. Il y a l'outil de mesure et de suivi des remboursements d'IJSS. Sachez que d'ailleurs, on est éditeur d'un outil. Et puis, vous avez également un outil de collecte d'informations. On a encore trop de clients qui sont dans de l'acheminement
papier ou de l'acheminement par mail d'un arrêt de travail. Ça peut fonctionner quand vous avez un seul site et que le gestionnaire de paye est directement sur le site. Ça peut devenir très compliqué dans des équipes multi-sites, dans des équipes avec éventuellement des collaborateurs mobiles. Donc, pensez à des solutions type web, type mobile, téléphone mobile, pour acheminer votre arrêt de travail. Plus vous gagnerez de temps sur cette partie-là, plus vous pourrez faire de retours rapides à vos clients. Et puis, in fine, si vous pensez avoir atteint un peu les limites du faisable et des contraintes qui ne sont pas solubles, pensez à une gestion externalisée des arrêts de travail. C'est quelque chose qui est important et qui peut vous permettre d'obtenir finalement un résultat avec un retour sur investissement qui est assez important, puisque en fait, toutes les IG que vous n'allez pas dépenser vont vous permettre de finalement financer ce service et alléger vos équipes paye. Voilà, c'était un peu les éléments qu'on voulait vous présenter. Dans les conseils de bon traitement, il y en a énormément, il y a énormément de questions techniques. On sera extrêmement heureux en tout cas d'y répondre parce que c'est un sujet qui est passionnant. Est-ce que éventuellement vous avez des questions particulières qu'il faudrait qu'on traite? Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet de chat. Nous y répondrons soit maintenant si nous avons le temps, soit nous reviendrons par vous par mail ou nous les enverrons à la CPM. Donc, tout d'abord, je vais faire dans l'ordre tout de même. Y a-t-il une différence notable entre DSN et NetE? Lorraine, tu veux prendre ou je prends ou... Non, mais effectivement, on l'a vu sur les slides, hein, ne serait-ce que sur les réceptions, etc. On a plus de rejets quand on passe par Net Entreprise parce que y a beaucoup de champs à renseigner, il n'y a pas d'automatisation, donc une erreur peut vite intervenir. Aujourd'hui, si vous faites une déclaration sur Net Entreprise et que vous vous trompez sur un salaire, avec justement les transmissions automatiques de déclaration, la CPM va revenir vers vous pour comprendre les axes de problématiques. Donc oui, il y a une différence entre les transmissions DSN et Net Entreprise. Aujourd'hui, en termes de gain de temps et de traitement automatique, la DSN est à privilégier. Et c'est l'avenir. Et c'est l'avenir, il faut vraiment le dire. Ceux qui sont aujourd'hui pas sous NetE, enfin sous DSN, pardon, on est vraiment sur les derniers wagons qui doivent passer. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce passage-là. Et si votre paye n'est pas capable de le gérer, réfléchissez maintenant. Je pense que vous êtes au bout du bout de ce qu'il faut tolérer. Mais effectivement, je complète sur la DSN où un bon accompagnement et un bon paramétrage fera que la suite sera justement fluide et simple. Un problème aussi dans la DSN peut engendrer beaucoup de problématiques derrière. J'ai vu deux petites questions que je vais rapidement survoler. On n'a pas parlé de la MSA. Bon, on va pas en parler cette fois-ci. Mais oui, il y a des sujets spécifiques un petit peu MSA. J'ai beaucoup de questions au niveau du précompte et de l'impact. Je vais juste vous donner un élément que vous compreniez. Alors, on va pas parler du précompte, mais il y a quelque chose qui est assez nouveau et je le mets juste un petit peu en teasing. Sachez que quand vous avez pratiqué le précompte, normalement, vous n'avez pas mis de charge sociale sur les montants d'IJSS qui ont été précomptés. Aujourd'hui, l'URSSAF considère qu'une IJSS non remboursée n'est plus une IJSS. Et donc, le précompte que vous avez fait pour cette IJ non remboursée, n'ayant pas subi de charge sociale, va être redressé. Donc, le côté qui était dans le passé de se dire « j'ai pas perçu mes IJSS, tant pis », donnera en plus lieu à un redressement de charge sociale sur cette partie-là. Et donc, important d'avoir cette vision-là. D'abord, potentiellement, pour mettre des actions un petit peu coup de poing pour éviter ces pertes d'IJSS. D'autre part, techniquement, quand vous passez des pertes, de prendre en compte ce besoin de retraiter les charges sociales pour les IJSS qui n'ont pas été passées. Donc ça, c'est une question qui est importante. Warning, ça peut faire des redressements. C'est une posture, est une décision qui est logique de la part de l'URSSAF, il faut se le dire. Et qui donne lieu maintenant à des questionnements assez systématiques lors des contrôles URSSAF.
On a une question aussi sur l'étudiant en interne en médecine. Est-ce qu'il dispose d'un numéro RPPS et est-ce qu'il peut prescrire un arrêt de travail? Alors non, l'étudiant en médecine ne dispose pas d'un numéro RPPS qui n'est pas encore enregistré à l'ordre des médecins. En revanche, il peut prescrire un arrêt de travail sous responsabilité du médecin senior ou du chef de service, pour information. Merci Lauriane. Et peut-être une dernière question. Quel est l'impact sur le maintien de salaire en l'absence des IGSS sur le samedi et le dimanche? Ah, ça, c'est un joli retraitement en paye, ça. En fait, je vais prendre un petit peu de hauteur là-dessus. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a la convention collective ou les règles. Et la notion il y a une différence entre l'arrêt de travail et l'arrêt de travail indemnisé. Donc là, on ne peut pas répondre de manière globale. Il faut faire attention. Si une IGSS n'est pas payée, si un arrêt de travail est considéré comme invalide, la convention collective déjà va donner un certain nombre d'éléments. En pratique, pas d'IGSS ou une IGSS invalide non reconnue peut donner lieu également, dans un certain nombre de cas, à un retraitement sur le maintien de salaire. En particulier sur un arrêt frauduleux, évidemment, parce que ça peut donner plus de choses. Dans l'autre cas, c'est un peu particulier et là, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Il y a plein de cas particuliers qui doivent être appréciés les uns les autres en fonction des cas. Donc, on ne peut pas donner de réponse claire sur ce point-là, à mon avis. Il y a des questions par rapport au nouveau CERFA papier. Donc, un salarié qui m'a transmis un ancien imprimé d'arrêt maladie pour qui j'ai maintenu les IJ, puis-je lui demander un remboursement? Et ensuite, depuis le mois de septembre, nous avons un nouveau CERFA d'arrêt maladie. Si le salarié nous transmet encore un arrêt avec l'ancien format, a-t-on le droit de le traiter même si ce n'est pas le nouveau format? Donc, on a eu plusieurs sons de cloche des CEPAM qu'on a contactés à ce sujet. Il y a des médecins, il y avait une troisième question aussi au départ à ce sujet. Il y a des médecins qui ne sont pas encore équipés et des CEPAM également. Donc, il y a une tolérance qui se poursuit depuis le mois de septembre. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est si vous constatez qu'il y a un CERFA qui est édité sur l'ancien format, de quand même demander au collaborateur de se rapprocher de son médecin pour qu'il fasse le nécessaire. Si le médecin n'a pas encore le CERFA, de saisir l'arrêt de travail comme tel et ensuite de vous rapprocher de la CPM si vous subrogez pour savoir si c'est accepté. Dans le cas où la CPAM n'acceptera pas, il faudra que le médecin, du coup, fasse le nécessaire. Mais il y a une tolérance parce que certains médecins ne sont pas encore équipés. Et donc, par rapport au fait de demander un remboursement, ce qu'on préconise, c'est déjà d'engager une discussion avec le collaborateur, peut-être qu'il pourra justement faire le nécessaire et à ce moment-là, ça va résoudre la situation de soi. Merci à Lauriane. Ce webinaire est donc maintenant terminé. Nous reviendrons vers vous concernant les questions qui n'ont pas été répondues. Un grand merci à nos intervenants pour leur précieux éclairage tout au long de cette session. Pour information, vous pouvez d'ores et déjà télécharger le support de présentation de ce webinaire dans la catégorie ressources qui se trouve en bas à droite de la plateforme. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos webinaires sur notre site internet aiming.fr dans la rubrique événements webinaires. Merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.